Démission, licenciement, rupture conventionnelle. Ah là là, mettre fin à un contrat de travail en France, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. C'est souvent un moment plein de doutes, qu'on soit celui qui part ou celui qui reste. Alors, pour y voir plus clair et éviter le stress, on va démêler ensemble les règles du jeu. Alors concrètement, comment ça se passe? Le droit du travail français, il a tout prévu, avec des règles vraiment très précises. Mais pour s'y retrouver, il faut d'abord comprendre qu'il y a plusieurs chemins possibles. On va les explorer ensemble pour savoir exactement quels sont les droits et les devoirs de chacun. C'est parti! Tout commence par une question toute simple en fait. Qui prend la décision? C'est vraiment ça qui va définir les trois grandes manières de mettre fin à un contrat. Et cette question, c'est la clé de tout. Parce que selon la réponse, la procédure, les délais et même les indemnités, eh bien tout change. Allez, on plonge dans le premier cas de figure, c'est le salarié qui décide de partir. C'est lui ou elle qui a les cartes en main. Le point le plus important ici, c'est cette expression claire et non équivoque. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'un employeur ne peut pas juste supposer qu'un salarié a démissionné, même après une longue absence. La volonté de partir doit être exprimée sans la moindre ambiguïté. Et là, attention, il faut bien faire la distinction. La démission, c'est un choix personnel, point. La prise d'acte, c'est complètement différent. C'est une réponse à des fautes graves de l'employeur, et si la justice donne raison au salarié, la rupture est transformée en licenciement abusif, ce qui ouvre droit à des indemnités bien plus conséquentes. L'autre grand départ volontaire, c'est bien sûr la retraite. Une fois que l'âge légal est atteint, un salarié est tout à fait libre de décider de raccrocher les gants. Et cette décision, elle est accompagnée d'une indemnité de départ qui est calculée en fonction des années de service. Et cette indemnité, elle est progressive. On le voit bien ici, plus on a d'ancienneté, plus la compensation est importante. Ça commence à un demi-mois de salaire après 10 ans, et ça peut grimper jusqu'à 2 mois et demi de salaire après 30 ans de carrière dans la même boîte. C'est pas négligeable. Bon, passons maintenant au scénario inverse, celui où c'est l'employeur qui met fin au contrat. C'est souvent la situation la plus redoutée, alors on va décortiquer ça tranquillement pour bien comprendre la procédure de licenciement. Voilà une notion qui est vraiment fondamentale en droit du travail français. La cause réelle et sérieuse. Alors réelle, ça veut dire que les faits sont objectifs, qu'on peut les vérifier. Sérieuse, ça veut dire qu'ils sont assez importants pour que la poursuite du travail soit impossible. C'est vraiment la protection numéro 1 contre les licenciements arbitraires. Mais attention, il y a faute et faute. Le droit fait la différence entre plusieurs niveaux de gravité, et les conséquences financières pour le salarié en dépendent directement. C'est super important de comprendre ça. Le premier degré, c'est la faute sérieuse. C'est un manquement aux obligations, par exemple des retards à répétition qui désorganisent tout un service. Dans ce cas, le licenciement est possible, mais le salarié garde son droit au préavis et à ses indemnités. Là, on monte d'un cran avec la faute grave. Ici, la faute est tellement importante que garder le salarié dans l'entreprise, même pour quelques jours, c'est impossible. Pensez à un vol ou à une grosse insubordination. Les conséquences sont immédiates et sévères. Pas de préavis et pas d'indemnité de licenciement. Et enfin, on arrive au sommet de l'échelle, la faute lourde. Ce qui la définit, c'est l'intention de nuire à l'entreprise. C'est vraiment un acte d'une gravité exceptionnelle. Et là, les conséquences sont maximales. On perd quasiment tous ses droits, y compris l'indemnité pour les congés payés non prêts. Quelle que soit la faute, la procédure est hyper stricte. Ça commence toujours par une convocation écrite, puis il y a un entretien où le salarié peut s'expliquer, et ça se termine par la notification de la décision, elle aussi, par écrit. Chaque étape a des délais très précis qu'il faut absolument respecter. Après la décision qui vient d'un seul côté, que ce soit le salarié ou l'employeur, il existe une troisième voie, une sorte de chemin du milieu, où on se met d'accord. C'est la fameuse rupture conventionnelle. C'est une solution plutôt moderne, collaborative, qui permet aux deux parties de se séparer en bons termes. L'avantage énorme pour le salarié, c'est que ça ouvre les droits aux allocations chômage, ce qui n'est pas du tout le cas avec une démission classique. Et ce processus aussi, il est très encadré pour protéger tout le monde. Une fois que la convention est signée, il y a un délai de rétractation de 15 jours. Pendant ce temps, chacun peut changer d'avis. Et ensuite, l'administration a elle aussi 15 jours pour valider l'accord. C'est une double sécurité, en quelque sorte. Bon, peu importe la manière dont le contrat se termine, la toute dernière étape, elle, est administrative. C'est une checklist super importante qui s'applique à absolument tout le monde, sans exception. Ça, ce n'est pas négociable. La loi oblige l'employeur à remettre ses documents. C'est un droit fondamental pour n'importe quel salarié qui quitte une entreprise. Alors, quels sont ces fameux documents? D'abord, le certificat de travail, qui prouve l'emploi. Ensuite, l'attestation Pôle emploi, indispensable pour s'inscrire au chômage. Et enfin, le reçu pour solde de tout compte qui détaille toutes les sommes versées à la fin du contrat.
Et là, attention, petite astuce juridique hyper importante à connaître. Quand on signe ce fameux reçu pour solde de tout compte, il est souvent conseillé d'ajouter cette petite phrase à la main. Mais pourquoi est-ce si important? Regardez bien la différence, c'est énorme. Sans cette mention, le délai pour contester une erreur sur le solde de tout compte est de seulement 6 mois. Ça passe très vite. Alors qu'en ajoutant cette petite phrase, ou en ne signant pas du tout le reçu, ce délai passe à 3 ans. Ça laisse beaucoup plus de temps pour tout vérifier et faire valoir ses droits si on trouve une erreur. Au final, tout ce cadre légal très détaillé, avec ses procédures, ses délais, ses protections, ça soulève une vraie question. Est-ce que tout ça vise à créer un équilibre juste entre les intérêts de l'employeur et du salarié, ou est-ce que ça rend juste la fin d'un contrat inutilement compliqué? La réflexion est ouverte.